toutes et à tous. On va attendre peut-être une petite minute, le temps qu'il y ait quelques connexions quand même qui puissent arriver. On va pas attendre trop longtemps non plus, hein. Et puis on va démarrer de toute façon. Bienvenue dans ce. Maintenant, qu'on est le sixième live déjà, donc c'est comme le temps passe, avec un succès qui est un succès assez agréable à suivre, puisque sur les premiers lives témoignages, on avait plus de 2000 visites. De 2000 vues sur l'ensemble de nos vidéos. Sur le dernier live que nous avons fait et qui a beaucoup plu, qui concernait le CBD, son utilisation, etc., avec notre invité Olivier Gros, nous sommes déjà à plus de 500 vues, donc c'est un sujet qui est un sujet sensible et qui intéresse beaucoup de gens. Donc sachez que vous pouvez toujours poser vos questions ou mettre en commentaire les questions que vous vous posez. Je me ferai fort de les directement les poser à Olivier, qui permettra ensuite d'avoir une réponse intéressante. Une information importante, je trouve, dans la vie du birdshot dans le monde, et c'est tout à fait récent, puisque nous avons fait une réunion hier avec nos amis américains, nous avons décidé de faire une journée mondiale du birdshot. Donc, il y aura désormais une journée mondiale du birdshot. Elle sera cette année le 13 septembre. Donc, j'aurai le temps de communiquer là-dessus, bien entendu, rassurez-vous. J'en ai fait part également à une personne que je connais à l'ONU, parce que il y a beaucoup toutes les journées spéciales sont spécifiées à l'ONU, la journée les différentes journées que l'on connaît, et je souhaiterais que nous puissions être répertoriés comme tels. Donc, affaire à suivre. Je vous tiendrai au courant, bien entendu, de la suite des événements, mais c'est de toute façon extrêmement positif. Alors, ce soir, on revient en France. Nous étions partis dans la belle province la dernière fois au milieu des ours du sirop d'érable. Bon, on revient en France. On revient en France avec Arabelle et puis avec Sophie. Je vais leur demander de se présenter tout simplement. Arabelle, s'il te plaît, si tu veux bien démarrer. Bonsoir, j'ai 53 ans, j'habite dans les Ardennes, à Sedan. Je suis assistante maternelle depuis 15 ans et auparavant, j'ai été 20 ans coiffeuse. Et j'ai 2 enfants. Voilà. Pardon, Sophie. Bonsoir, moi donc c'est Sophie, j'ai 49 ans et je suis dans la région parisienne, les Val d'Oise, et j'ai 2 enfants. D'accord, très bien. Bien, écoutez, on va démarrer par les questions. On aurait pu appeler ça les questions de pivot, vous savez, dans son fameux questionnaire. C'est un peu toujours la même chose. Alors, dans votre maladie, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit que j'ai un problème aux yeux, il faut que j'aille voir un toubib. Comment ça s'est passé, en fait? Quels étaient les symptômes que vous aviez plus précisément? Arabelle, si tu veux bien démarrer. Alors, moi, ça a démarré en août 2021. J'ai eu des mouchettes suite à une piqûre d'abeille qui aurait mérité un passage aux urgences. On m'a dit un mois après, parce que j'avais la main qui avait doublé de volume. Et puis, j'ai pas voulu perdre de temps. Et en fait, je me suis soignée toute seule avec des huiles essentielles. Et en fait, quelques mois plus tard, en avril 2021, j'ai eu moi j'appelle ça des montagnes dans les yeux. Et ça me gênait beaucoup. Et je suis assistante maternelle. Et il y a un matin, c'était vraiment tellement gênant que je m'étais mis un scotch sur l'œil, un pansement, parce que c'était perturbant. Et il y a une maman, elle m'a dit, Arabelle, ça m'ennuie. Tu sais, les yeux, faut pas rigoler avec ça. Et elle m'a fait un petit peu peur. Et du coup, je suis allée aux urgences dès le lendemain, aux urgences à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Et tout de suite, il m'a dirigée sur les urgences ophtalmologiques à Reims, dans la Marne. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un courrier qui n'était pas scellé, et j'ai lu œdème papillaire bilatéral. Et puis, comme tout le monde, je suis allée sur Internet, et puis là, j'ai vu tumeur au cerveau. J'ai vu beaucoup ça qui revenait. Et puis, en fin de compte, on m'a prise tout de suite aux urgences. Et dès les premières heures, on m'a parlé de birdshot. Mais en fait, il y avait 2 écoles qui s'affrontaient. Il y avait 2 médecins qui étaient pour la tumeur au cerveau et 2 autres qui parlaient de birdshot. Mais en fait, j'ai voyagé très jeune en Amazonie.
Et du coup, ils ont ratissé large. Je suis restée 15 jours en maladie infectieuse et on a cherché maladie de Lyme, VIH, hépatite A, hépatite B. En fait, ils ont ratissé large. Et puis, j'ai eu 7 ponctions lombaires, dont je me rappelle encore, 5 ratées à la suite. Et Ah, en fin de compte, au bout de 15 jours, le professeur de Reims, il a diagnostiqué birdshot et le rétinol. Voilà. d'accord, ok. Et toi, Sophie? Alors moi, ça a commencé en septembre 2018 par l'œil droit. J'ai le matin au réveil, en allumant la lumière de chevet, ça me faisait comme un néon qui en fin de vie d'ampoule, quoi, qui clignotait. Donc j'ai appelé mon ophtalmo qui m'a prise, qui m'a dit je comprends pas trop. Effectivement, également les mouches devant les yeux. Donc voilà. Donc elle a commencé par faire un IRM cérébral pour être sûre de trouver quoi que ce soit. Et puis c'est resté comme ça. Et puis en janvier, l'œil gauche s'est mis à le faire. Ça devenait très compliqué. Euh, avec la lumière en fonction de d'où je me plaçais par rapport au soleil, à une fenêtre, à un miroir. J'avais des reflets qui étaient un peu bizarres, ça faisait des choses bizarres dans les yeux. J'ai un rapport de distance qui était plus du tout la même. Je me cognais dans les magasins, dans les portes vitrées, quand il y a des miroirs avec beaucoup de spots, je suis complètement perdue. Donc ça aussi, ça m'avait un peu inquiétée. Et mon ophtalmo de l'époque, elle a eu l'intelligence de dire, écoutez, je suis au bout de mes capacités, je ne sais pas vous diagnostiquer, donc je vais vous envoyer voir un collègue. Donc elle m'a envoyé à l'OPH 95 sur Pontoise. Et sur un jeune ophtalmo qui sortait presque de l'école, mais qui lui avait déjà eu le cas. Donc tout de suite, il a enclenché l'OCT, champ visuel, les recherches génétiques, les prises de sang, et puis on a attendu les 3 semaines le résultat et puis birdshot est tombé. Mais D'accord. du coup j'ai eu de la chance parce que j'ai été prise rapidement et avec son réseau derrière, il avait les connaissances sur Paris et sur Neuilly qui ont fait que dans la foulée j'ai été prise tout de suite. Ils ont comme Arabelle, cherché j'ai été il y a très longtemps en Côte d'Ivoire, donc ils ont cherché plein de maladies aussi que je ne connaissais pas. J'ai découvert plein de maladies. Et en fait, après, c'est vrai que ce premier rendez-vous, il n'a pas eu le tact parce qu'il dit voilà, vous faites une uvéite, mais il va falloir savoir pourquoi vous faites une uvéite. Et l'uvéite, il m'a sorti son bottin et il m'a dit voilà, il y a tout ça comme maladie pour l'uvéite, il va falloir les enlever une par une. Donc on les a enlevées une par une. Ouais. Voilà. Mais l'histoire du cancer du cerveau que tu nous rappelles, Arabelle, ça me fait penser à ce qu'a dit justement André Grenier, que nous avons vu la dernière fois et qui est québécoise, et qui avait eu le même diagnostic, où la première chose qu'ils avaient dit, effectivement, ça peut être un cancer du. Donc, voilà, c'est quelque chose Alors, qui peut venir moi, pour mon à info, l'esprit des. moi, ils cherchaient un lymphome aussi, parce que j'ai des lymphomes dans la famille. Donc, il existe un lymphome de l'œil. Donc, ils ont cherché aussi ça. D'accord. D'accord. Ok, très bien. Alors, combien de temps ça a pris? Est-ce que c'était facile de mettre un nom sur votre maladie assez rapidement, en fait? Combien de temps ça a pris entre les premiers diagnostics, le fait que vous ayez chez le toubib en disant voilà, j'ai un problème aux yeux, et le fait que vous sachiez que vous aviez un birdshot? Arabelle? Alors moi, le premier jour aux urgences, il y a une personne qui vraiment, elle m'a posé beaucoup de questions sur mes origines. Je suis d'origine italienne. Elle m'a dit que ça touchait beaucoup, je ne sais pas si c'est vrai, hein, la population méditerranéenne. Il m'a parlé aussi de la Turquie. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai. Et aussi, moi, j'étais un bébé gémellaire et je suis née, donc il y a 53 ans, les premières couveuses, quoi. Je suis née à 6 mois et demi, j'étais vraiment petite. Et on m'a aussi dit que c'était peut-être dû à une rétine peut-être pas encore, comment dire, à cause de ma grande prématurité, pardon. Ouais, Et ouais, donc, ouais. moi, dès le premier jour, j'ai entendu les mots birdshot et uvéite, pareil, comme on m'a parlé de ça. Mais après, je vous dis, il y a
il y a 2 équipes qui se sont affrontées pendant 15 jours. D'accord, ok. Vous me Donc ça a parlez été de assez rapide quand l'électricité. même, hein. Ça a été relativement rapide, c'est vrai. Il faut savoir qu'en moyenne, ça met, d'après les, je suis travaillé sur les statistiques, sur l'étude que nous avons faite l'année dernière, c'est 22 mois. 22 mois entre, en moyenne, hein. Donc, sur tous les Ah gens qui oui. ont participé dans 26 pays, ça met 22 mois en moyenne entre le premier diagnostic et un nom sur la maladie. Mais ça, c'est le problème des maladies rares. C'est vrai que c'est une complication. Si le toubib n'a pas été formé sur la maladie, il ne va jamais la détecter. C'est un peu le principe. Ok, très bien. Alors, une fois qu'on vous a mis un nom sur la maladie, quelle était votre réaction et quelle était la réaction de votre famille, de vos amis, vos proches? Arabelle. Alors, moi, j'ai été complètement sidérée. En plus, me sentir enfermée dans un service avec des maladies graves, j'étais complètement sidérée, tétanisée. Je t'ai envoyé un petit message d'ailleurs sur Messenger et tu m'avais répondu brièvement, mais après, c'était délicat. Moi, j'étais complètement en état de sidération. J'ai vu mon corps trembler toute une nuit, vraiment de la racine des cheveux jusqu'au doigt de pied. Moi, mais en fait, on m'a parlé de lésions cérébrales et en fait, quand j'ai entendu le diagnostic Birdshot, la première chose que j'ai dit, je ne vais pas mourir. Et en fait, moi, c'était ma crainte, c'était de mourir, quoi. J'avais encore des enfants adolescents, donc en fait, ça m'a presque soulagée d'entendre qu'on m'affirmait que c'était Birdshot par rapport aux fonctions lombaires. Et moi, c'était la sidération totale après la colère. Moi, j'ai compris pourquoi les fenêtres au 8e étage d'un hôpital, elles ne s'ouvraient pas, hein. Parce que moi, j'aurais pu faire une bêtise. Tellement j'étais sidérée et terrorisée. Moi, j'ai eu des idées noires pendant 2 mois et moi, je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein. Ça ne me ressemble pas. Mais là, j'étais vraiment tétanisée pour l'avenir. Et on n'a pas beaucoup d'explications. Et j'ai pas osé aller sur ta page, Sylvain, parce que j'avais peur d'y trouver de la morosité. J'avais peur que ce soit morose. J'ai pas voulu me renseigner. Ma famille a beaucoup lu pour moi. Oui, alors voilà, ça c'est une bonne réflexion. Un peu comme on fait sur, enfin, comme moi, ce que je conseille de faire quand on prend un médicament, c'est-à-dire que déjà, c'est y croire et ensuite ne pas lire la notice. Par contre, la faire lire par les gens qui sont autour de soi, parce que quand on fait une réaction, il faut quand même que quelqu'un se dise, bah oui, attention, là, ça peut être un problème. Mais surtout, moi, en tout cas, à titre personnel, je ne veux pas être influencé par ce que j'ai lu. Donc, je veux croire en ce que je prends et ensuite, si j'ai des soucis, voilà. Mais oui, ça peut être aussi une solution. Ça, quand on a peur effectivement d'aller sur le site ou d'aller sur les réseaux sociaux, c'est que d'ailleurs peut-être que la famille le fait un peu naturellement, même sans le dire forcément à la personne qui est malade. Ça doit être souvent être ça, j'imagine, en disant dis donc Birdshot, comment ça s'écrit ton truc, voilà. Et puis quand c'est quelqu'un qu'on aime, bien sûr, je parle même pas de la famille ou des amis, etc. C'est important également de s'intéresser au cas des uns et des autres. Et toi, Sophie, alors, quelle a été la réaction, ta réaction, la réaction des autres également? Alors moi déjà, le HLA-29, il est tombé, j'avais vu l'ophtalmo l'après-midi, il n'avait pas encore eu tous les résultats. Donc en fait, il m'a rappelé à 19h le soir en me disant, écoutez, je sais ce que vous avez, c'est une maladie auto-immune qui est grave, mais il faut, vous n'allez pas perdre votre vue tout de suite. Donc déjà, voilà, donc première douche froide. Donc après, il m'a dit, mais vous inquiétez pas, je vais vous envoyer vers les médecins qu'il faut et ça va bien se passer. Bon, mais je suis comme Arabelle, j'ai tremblé, j'étais en panique. Pour moi, déjà perdre la vue, enfin voilà, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, vous comprenez pas pourquoi ni comment ni pourquoi moi, même si on le souhaite pas aux autres, hein, mais voilà. Et puis j'ai une amie médecin qui est venue tout de suite et puis qui m'a dit tu fais toujours des choses atypiques. Bon bah voilà, tu continues dans l'atypique. Donc on a essayé de relativiser et puis en fait après, quand je suis arrivée à la Riboisière, il m'a expliqué, il m'a dit, comme a dit au Québec, là, vous avez le feu dans vos yeux. Et ben, il va falloir l'étouffer et on va essayer d'en faire que ça soit que de la braise. Donc, j'ai bien aimé l'image.
Et puis, enfin, moi, je tourne beaucoup de choses à l'humour, ça me sauve, donc j'ai tourné ça à l'humour, en fait. Et j'ai pas pris conscience tout de suite que ça allait être plus compliqué. Et malgré le fait que j'ai énormément de choses, parce que moi, ma vue est pas touchée, j'ai vraiment pas la vue de toucher. C'est après, j'ai plein de choses devant mes yeux, mais ma vue en tant que telle, elle est pas touchée. Donc, je me sens privilégiée et je relativise vachement, en fait. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile et qu'il y a des hauts et des bas, comme dans la vie de toute façon, et face à la maladie. C'est compliqué à expliquer après aux autres, en fait. C'est très compliqué à expliquer aux autres. Moi, ils sont pas forcément allés chercher sur Internet, donc ça me va bien. Par contre, c'est difficile à expliquer. C'est une maladie qui est compliquée et c'est pas si évident que ça. C'est pas net, quoi. Après, la seule chose que je me rappelle, c'est qu'une de mes filles est venue me voir en me disant maman, tu vas mourir, et je lui fais non, je vais pas mourir. Ou, voilà, c'est juste le côté rassurant que j'ai pu faire, quoi. Oui. Ensuite, la difficulté d'expliquer des maladies qui sont des maladies invisibles. On n'a pas l'air malade. Et c'est toujours très compliqué, et ça, c'est quasiment et puis impossible. le mot pas de traitement, en fait, parce que là, on est pris en charge par la médecine, mais pour autant, ils n'ont pas de traitement. Non. Donc, on a un cachet qu'on prend. Enfin, moi, j'ai la chance de ne prendre que ma cortisone pour l'instant, et qui gère. Mais ça soigne comment? La première question, c'est ça soigne comment? Et en fait, ça soigne pas. Donc ça, si, c'est très difficile à expliquer, en fait. Ben oui, c'est clair. Justement, on peut en venir à ça, justement. Quel était votre historique de traitement? Comment ça a fonctionné? Vous avez démarré par quoi? Comment ça s'est passé? Arabelle? Alors moi, tout de suite, on m'a mis sous Humira. Alors, c'est du 40 mg que j'ai en injection tous les 15 jours depuis 2 ans. Moi, je l'appelle mon volcan, ma maladie. Le volcan, il est un petit peu en sommeil, mais là, j'ai eu des soucis personnels et j'ai remarqué que ça fluctuait vraiment avec le mental. Et bon, ben pour l'instant, le volcan est quand même en dormance. J'ai pas à me plaindre. J'ai juste eu des gros effets secondaires du Mira, mais pour l'instant, il y a un effet bénéfique. Moi, c'est pareil, j'ai une bonne vue, hormis les corps flottants, les flashs. Moi, je dis à mon mari, le soir, quand je ferme les yeux, mes yeux, ils s'allument. C'est ma façon de dire. Mes yeux, ils s'allument quand je ferme les yeux. Mais non, j'ai eu des gros soucis d'effets secondaires parce qu'en fait, on m'a pas détecté. On m'a détecté une mycose. Désolée pour le pas glamour. Mais en fait, on m'a soigné un mois et demi et j'ai été gravement brûlée. Un shorty de bain, vous imaginez, brûlée à vif, sans peau. J'ai souffert le martyre et là, j'avais des idées noires. Et en fait, c'est moi qui me suis fait mon diagnostic. J'étais à bout. Ma maman, elle me disait, Arabelle, arrête d'aller sur Internet. J'ai dit, maman, je veux trouver ce que j'ai. C'est pas normal, c'est de pire en pire, mais je souffrais. Je sointais. Un shorty de bain qui sointe. En plein mois d'août, je vous dis pas. Je supportais même plus un vêtement sur moi. Et en fin de compte, j'ai trouvé, en tapant des mots-clés. Et j'ai trouvé, je faisais un psoriasis inversé, mais on le soignait, j'étais à 8 tubes d'éconazole, c'est un anti-mycose. Enfin, c'était pas du tout le bon produit. Et j'ai une amie qui travaille pour des personnes âgées. Elle m'a dit, Arabelle, ce que tu me décris, ils sont en train de te brûler tes parties intimes. Mais j'ai dit, c'est invivable, c'est insupportable. Et c'est plus ça qui m'a traumatisée, en fait. Et en fin de compte, j'ai trouvé, c'était un psoriasis inversé. Et dès que j'ai appliqué de la crème corticoïde, en 3 heures, c'était fini. En 3 jours, j'avais plus rien. Et donc maintenant, je sens quand ça va revenir, je m'applique de la crème une fois par semaine. En fait, l'Humira, il soigne aussi le psoriasis, mais en effet secondaire, il peut le développer. Et moi, je le développe sur les parties où il y a sur les muqueuses. Voilà. Là, ça peut être bord du nez, bord de la bouche, bord des yeux. Voilà. Et c'est tout. Une fois qu'on a trouvé, c'est tout. Mais et donc tu as commencé tout de suite avec l'Humira. Tu n'as pas pris de cortisone, rien du tout? Si? Non? Et moi, en fait, je me soigne depuis 20 ans en homéopathie, donc j'étais vraiment réfractaire au traitement. Et j'ai eu beaucoup de problèmes de poids dans ma vie et franchement, la cortisone, ça me faisait très peur. Et donc, on a dit, j'ai vraiment insisté, on m'a dit, bon, bah, allez, on démarre l'Humira. Et depuis 2 ans, j'ai pas pu à me plaindre. Franchement. D'accord, ok. Ça s'est Très bien, stabilisé. ok. D'accord. Ok, très bien. J'avais parlé des effets indésirables, mais tu as dit, tu en as déjà parlé. Et toi, Sophie, alors, au niveau de tes traitements, quel est ton historique? Alors moi, ils m'ont mis tout de suite sous cortensil et j'ai commencé à 30 mg.
Alors, comme tout le monde, hein, la cortisone, on sait ce que ça fait. Ça fait grossir. Il y a plein d'effets secondaires. Moi, j'ai un rapport au poids qui est très compliqué, donc ça a été un peu. J'ai tout de suite enclenché la diététicienne en fait, et c'est ce que m'avait demandé le professeur à la Riboisière en me disant voilà, vous avez Birdshot, le traitement c'est ça, la cortisone, et voilà la plaquette diététique. Donc, j'ai la chance d'avoir une amie diététicienne qui m'a tout de suite prise en compte dans mon suivi de traitement. Et en fait, j'ai zéro sucre, zéro sel. D'accord. Donc, dès le départ, alors c'est draconien. Hein, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit mais t'es folle. Mais j'ai perdu 7 kilos quand même. Mais en fait, à 30 milligrammes, j'étais une pile. J'étais une vraie pile. Je dormais très peu. Je faisais 5 kilomètres par jour de marche. Le dimanche, les week-ends, j'allais me balader entre 10 et 15 kilomètres. Donc, ça plus l'équilibrage alimentaire, c'est vrai qu'au début, j'ai perdu du poids, quoi. Mais mes filles m'ont dit, mais c'est pas possible, maman, faut que t'arrêtes là, t'es une vraie pile, quoi. Donc, alors ça, oui, c'était chouette pour mes yeux, mais le corps, il en prend il en prend plein, quoi. Donc, c'est compliqué, quoi, à gérer. Moi, à 5 heures du matin, j'étais debout et voilà. Donc, je faisais tout ce qu'il y avait à faire dans la maison le matin avant d'aller bosser. Et voilà, c'est un vrai dopant. Hein, et pour aller marcher avec des copines régulièrement qui, elles, courent, je pouvais enchaîner un 5 kilomètres avec elles sans entraînement. Quoi. C'était nickel. Quoi. Mais tu es la bonne réaction, effectivement. Bouger, c'est vachement important. Et c'est vrai que je le dis systématiquement quand on me pose la question. Quand on attaque le démarrage du traitement, qui sont des traitements très lourds à la cortisone, et c'est vrai que la cortisone à très haute dose, c'est très délétère, c'est terrible, c'est assez difficile à supporter de manière générale, on va dire, c'est vrai. Mais c'est vrai que le zéro sel, zéro sucre et bouger son corps, je crois que c'est l'essentiel, c'est la base, entre guillemets. Le problème, c'est qu'on a, de manière générale, pas été éduqués comme ça. Beaucoup de gens mangent des plats préparés, très salés, très sucrés. Ne plus faire soi-même sa cuisine, c'est devenu pour certains vraiment très rare, ou c'est un poids, les gens aiment, pour certains, ils n'aiment pas du tout ça. Ne pas mettre de sel, ne pas mettre de sucre, c'est vrai que ça affaiblit beaucoup de choses. Il faut apprendre à travailler les épices. Enfin voilà, c'est une autre façon ensuite de vivre sa vie qui est dans un premier temps, surtout quand on est dans des fortes doses de cortisone, qui est un peu difficile, hein, c'est vrai, qui est un peu difficile. Mais bon, c'est un passage obligé. C'est pas tout le temps non plus. On est où en termes de cortisone à présent? Tu as combien de Alors, milligrammes? jusqu'à fin janvier, j'étais à 4 milligrammes. On a mis du temps à descendre à 4 parce que je suis restée presque un an et demi à 5. Là, pareil, là, j'avais l'ophtalmo qui voulait pas descendre et le professeur qui voulait descendre. Il voulait espérer le zéro. Et puis, je refais une inflammation depuis janvier. Donc, on est remonté à 10 milligrammes. Alors, pareil, hein, je pense que l'environnement familial fait que c'est un peu compliqué depuis quelques mois. Et je pense que c'est pas anodin. Donc, de toute façon, l'ophtalmo m'avait dit, je vous descendrai pas plus bas parce que là, ça va être compliqué. Donc, je m'attendais à ce qu'il me remonte à 5. Et puis, elle m'a dit, non, non, vu l'inflammation là qui revient, on remonte à 10. Donc, je remonte à 10. Et c'est vrai que le stress est un facteur extrêmement important dans l'inflammation. Maintenant, on le voit depuis très longtemps. Et le stress engendrant le stress, etc. On rentre dans un système extrêmement néfaste et sur lequel, effectivement, les maladies inflammatoires se développent. C'est ça, c'est assez compliqué à gérer. C'est vrai, tu as raison. Justement, en parlant de ça, concernant le traitement, est-ce que vous prenez d'autres traitements qui ne sont pas les traitements médicaux? Est-ce que vous prenez, je sais pas, des plantes, est-ce que vous faites toi, tu marches de toute évidence, ou peut-être que tu cours, Sophie, je ne sais pas. Est-ce que vous faites des choses particulières? Ou du curcuma, tout ce dont on parlait, du CBD, on en a parlé également. Arabelle, est-ce que tu fais d'autres choses que l'Humira? Moi, je voudrais juste préciser que j'ai eu un autre effet secondaire avec l'Humira. Et en fait, c'est les mêmes effets que la spondylarthrite ankylosante. Et on m'a fait un dépistage pour savoir si j'avais aussi ce gène-là. Et je l'ai pas. Et donc, c'est un effet de l'Humira. C'est quand le corps est au repos, on a des douleurs, on n'arrive même pas à s'habiller. Et heureusement, c'est pas impactant la journée. C'est quand on se repose, quand on se pose, la nuit, le matin. Et après, ça repart. Ça me le fait de temps à autre, mais pas trop souvent quand même. Alors moi, j'y ai testé mais c'est trop récent. Depuis 2 mois, je suis au curcuma.
J'ai acheté ça en D'accord. magasin bio et donc je me suis dit, allez, de toute façon c'est naturel, donc je tente. Oui, Mais j'ai oui, pas oui, assez de oui. recul. Oui, oui, oui. Après, encore une fois, c'est ce que je dis systématiquement également, ce sont des traitements que j'appelle des fils rouges. C'est-à-dire que c'est ce qui permet déjà de calmer un peu l'inflammation et peut-être de déstresser également, ce qui n'est pas négligeable. Ça peut être donc le curcuma, le CBD et éventuellement d'autres choses, de la phyto également. Est-ce que tu fais quelque chose, toi, Sophie? Alors, moi, le curcuma dans la cuisine, forcément, j'en mets, puisque Oui. voilà, c'est un épice à défaut de sel. Après, non, j'ai tenté le CBD, mais je suis pas supra convaincue pour l'instant. Mais peut-être que je suis pas assez régulière. Donc voilà. Après, j'ai du calcium, j'ai du magnésium, j'ai du fer, j'ai plein de compléments alimentaires en fait, parce que par rapport à la cortisone, si j'ai bien compris, ça soigne mes yeux, mais enfin ça soigne, c'est pas le mot d'ailleurs. Ça étouffe le feu, mais ça attaque plein d'autres choses dans le reste du corps. Donc je suis contrôlée tous les trimestres avec une prise de sang pour voir si tout va bien. Mais non, j'ai rien fait de plus pour l'instant. D'accord, ok. Non, il n'y a pas de souci, justement, c'est toujours intéressant d'avoir Il y a un des seul expériences. élément que j'ai fait en homéopathie, parce que du coup, pareil, je suis très homéopathie. Oui, Parce que en fait, 2 mois avant le diagnostic, moi j'ai réactivé Epstein-Barr, donc la maladie du baiser, comme dirait l'autre. Et a priori, ça peut être un fait marquant aussi, aussi bien pour les cancers d'ailleurs, on m'a dit, que pour les maladies auto-immunes. C'est que c'est très rare aussi de réactiver d'accord, Epstein-Barr. Donc voilà, c'est un fait notoire chez moi en tout cas. d'accord, ok. Écoute, affaire à suivre à ce niveau-là, une de Ouais. plus. Euh, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a changé le plus dans votre vie en fait? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie le fait d'avoir une maladie? Qu'est-ce qui a changé, je sais pas, dans votre optique, dans votre façon de voir les choses, dans votre rapport social avec les autres aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui changent dans ces cas-là. Arabelle. Moi, c'est l'urgence de savoir ce que je ne veux plus en fait. Enfin, il y a des choses où je ferai plus de comment, je sais pas comment expliquer. Euh, je ne ferai pas l'impasse sur quelque chose qui me plaît plus. Maintenant, je vis pour moi et admettons dans le monde du travail, des fois, je me suis un petit peu fait mal parler ou eh bien maintenant, pour moi, c'est pas possible. Faut que tout soit fluide et que ça se passe bien. Je veux pas en rajouter à la maladie. Et bon, Pas de compromis avec ce que tu as envie de faire en fait. voilà, je sais ce que je veux plus, surtout. D'accord. Et le rapport avec avec tes amis, avec la famille, avec tout ça, est-ce que ça a changé les choses? Est-ce que les gens ou te regardent différemment ou te parlent différemment? Ou est-ce que toi, tu ressens quelque chose de différent éventuellement? Bah, au début, j'avais l'impression d'être un peu le chat noir en société. Bah, déjà, j'avais beaucoup de tristesse, hein. Les 2 premiers mois, j'étais vraiment fort déprimée. J'habite pas loin d'une voie ferrée, j'avais des idées noires. Enfin, c'était pas moi, quoi. Mais c'était le temps d'encaisser, hein. Et donc, j'avais l'impression d'être le chat noir. J'étais pas joviale. Moi, j'aime bien rire, je suis une bonne vivante. Et puis, non, mais là, maintenant, ça va mieux. Après, je pense que on sait qui nous a soutenus aussi, qui nous a appelés tous les jours à l'hôpital ou un petit mot, ou même moi, mes employeurs, il y en a qui ont eu des mots magiques et ils m'ont sauvée. Il y a une maman pour qui je travaille, elle m'a dit, Arabelle, ne t'inquiète pas, j'ai dit démissionne vite de mon contrat, j'étais à l'essai. Elle m'a dit, non, non, Arabelle, tu garderas mon bébé numéro 2 et c'est bête, mais c'est une phrase à laquelle je me suis accrochée pendant 2 mois. Et je lui dis, tu m'as sauvé la vie. Enfin, ça m'a touchée. Et il y a des petites phrases comme ça auxquelles on se raccroche, alors que pour eux, c'est pas grand-chose, mais ou des vidéos des enfants. J'ai été à l'arrêt maladie pendant 2 mois. Les parents qui m'envoyaient des vidéos des enfants, ça m'a touchée vraiment beaucoup. Je me dis, j'ai de la chance. J'étais bien encadrée. C'est important, effectivement, d'être bien encadré, d'être bien entouré, c'est important. C'est pour ça que je parle du rapport avec les autres, parce que c'est pas neutre, quoi. C'est pas neutre du tout. Et toi, Sophie, qu'est-ce que ça a modifié dans ta vie sociale, est-ce que ça a modifié quelque chose déjà hier? Ah bah, en fait, moi, j'ai fait abstraction, en fait. J'ai continué. Je me suis pas écoutée. Je sais que mon ami médecin m'a dit, il va falloir que tu réalises, en fait. T'es malade. Le professeur me l'a répété. Vous êtes malade.
Et en fait, c'est un mot qui, pour moi, ne me parle pas parce que comme j'ai ma vue, en fait, même si j'ai mes mouches, même si j'ai mes reflets, même si l'été c'est compliqué, même si le soleil c'est difficilement gérable, bah en fait, je me suis acheté des chapeaux, je me suis acheté des casquettes et je me suis acheté plein de trucs qui font que je fais continuer ma vie coûte que coûte. Alors des fois, ça me rappelle violemment à, voilà, ça revient en me disant Sophie, t'es malade, il faut que tu te reposes, il faut que tu. Donc j'ai des moments de grande fatigue, mais parce que je continue de faire comme si de rien n'était en fait. Alors c'est peut-être ma façon à moi de le gérer. Pour l'instant, j'y arrivais. Oui. Je ne vous dis pas que celle du mois de janvier, là, quand on m'a dit que c'était revenu, je me suis pris ma deuxième claque parce que bah, c'était un confort. J'avais la cortensie, je descendais à 4, c'était plutôt pratique. Je me suis dit, bon, bah voilà, ça y est, j'ai réussi à la maîtriser, à la dompter. Et bah non, non, on ne la maîtrise pas, c'est elle qui décide. Et puis, bah, c'est plus compliqué derrière. Donc, ouais, c'est vraiment faire le yo-yo en permanence, en fait. C'est compliqué, ça. Mais Ouais, j'ai rien ouais. changé en Et fait. Alors, en plus, j'ai eu la oui, chance pardon. d'avoir un employeur qui va tout de suite. Alors lui, c'est beaucoup inquiété plus que moi parce que moi, quand je faisais mes examens, je me suis pas du tout réalisé que ça pouvait être grave en fait. J'ai pas du tout. Moi, la prise de sang était bonne au départ, à part la génétique, mais les prises de sang étaient bonnes, donc j'ai pas du tout considéré que j'étais malade. Donc aussi bien à la maison que à mon employeur, il a tout fait pour que ça se passe bien. Donc d'ailleurs, je faisais mes examens, je retournais bosser. Enfin, j'ai vraiment continué comme si de rien n'était en fait. Donc bah là, peut-être que je le paye aussi, hein, parce que je me suis peut-être pas assez écoutée non plus. Hein, mais je change rien en fait. Je veux pas changer. Je veux pas qu'elle ait ma Et, peau ou mes yeux. et alors, toi, c'est ton rapport par rapport aux autres. Par contre, les autres par rapport à toi. Tu parlais tout à l'heure, tout disant, ta fille te disait, maman, tu vas pas mourir. Est-ce que ça a changé, est-ce qu'elle a changé un Non. peu d'attitude par rapport à vous? Pas Non, du tout. parce que j'ai pas changé à la maison en fait. Donc elles savent que quand je suis fatiguée, c'est que je suis vraiment fatiguée. Si je m'endors, c'est que je suis vraiment fatiguée. Après, elles sont vigilantes. Bah, quand on fait les boutiques, parce que du coup, elles ont le réflexe de me tenir, parce que bah, elles savent que je vais me perdre ou que je vais me prendre une vitre ou que je vais me prendre une porte. Donc elles ont tendance à me tenir la main et elles ont le réflexe. Ou maman, t'as pas oublié tes lunettes, ou maman, t'as pas oublié ton chapeau, ou voilà. Donc ça, oui, ça les a, elles sont, mais c'est naturel en fait. C'est devenu naturel. Ce sont des réflexes qui sont devenus naturels. Et les amis proches, je l'ai pas dit à tout le monde, hein, tout le monde n'est pas au courant. Mais Oui. Alors, le cercle restreint, oui. Donc, faut être plus vigilant quand il y a du soleil, oui, effectivement, parce que c'est vraiment une gêne le soleil, ou la luminosité en tout cas. Mais d'accord. mais j'ai pas changé sinon. Enfin, je pense D'accord. pas. Oui, 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 pourquoi pas. Et au niveau de votre travail, est-ce que ça modifie votre façon de travailler ou d'aborder le travail? Rabel, tu disais justement, moins de compromis, etc. Donc, Non, dans le travail, non, 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 ça ne tu as, m'impacte pas dans tu as mon un travail travail. tu as un travail passion un peu quelque part, hein, s'occuper des enfants Ah comme oui, ça, c'est, moi, c'est une hein, donc, reconversion du métier et je suis épanouie dans mon travail. ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est bien. Toi, Sophie, tu disais qu'apparemment, avec ton boss, c'était nickel, quoi. Je veux dire, ça, Ah il bah, s'en il a tout occupait de bien. suite fait intervenir l'électricien dans mon bureau pour me changer des ampoules, pour m'en enlever, pour mettre des lumières jaunes, mettre des écrans adaptés. Euh, Après, bah, en fait, je me suis organisée toute seule. Je suis comptable, donc je suis tout le temps sur l'ordinateur. Quand j'ai des périodes de plus compliquées, je travaille le matin sur l'ordinateur et j'essaie de trouver l'après-midi des dossiers à faire ou du classement, parce qu'une comptable, ça classe tout le temps. Voilà, je vais m'organiser ma journée de travail différemment. Mais, euh, mais c'est tout. Et, voilà. C'est bien quand ton employeur, il soit sensible, parce que c'est pas toujours le cas, quoi. Hein. Donc, Oui, oui, je sais que j'ai de la chance. hein, Après, ça, je fais des bah, tant mieux. économies. Hein, je fais des économies. Je n'allume pas la lumière dans le bureau. Voilà, les rideaux sont fermés. Voilà, je m'adapte. Voilà, c'est une bonne façon de vendre son truc. Ouais, voilà, patron, voilà, j'ai des problèmes aux yeux, donc on va payer moins d'électricité. C'est super. Ah bah, ils le savent, hein, que ce soit à la maison ou au bureau, quand la lumière est éteinte dans une pièce, ils savent que j'y suis passée. C'est clair. Ok, très bien. Euh, pour le futur qui vient, quelle serait votre plus grande peur, votre plus grande crainte éventuellement euh, pour le futur, Arabelle?
Mais moi, tout de suite, enfin, moi, depuis le début, j'ai toujours dit que je suis désolée parce que chaque handicap, c'est, c'est lourd, je pense. Mais moi, j'ai toujours dit, depuis le début, j'aurais pris tous les handicaps, mais pas les vieux. À l'ère où on est, de la technologie et tout ça, c'est pour ça que j'étais beaucoup en colère aussi. J'aime bien lire, j'aime bien cuisiner, j'aime bien faire plein de choses et j'étais, il y a mon grand qui m'a dit, il a 28 ans, il m'a dit, maman, il y a des podcasts, mais non, moi, enfin, je sais pas, pour moi, c'était vraiment tout sauf les yeux. Mais bon, ben, on choisit pas, hein. Alors moi, j'essaye de rester positive. Et tu me disais quoi, Sylvain? J'ai perdu le fil, excuse-moi. Ta crainte pour le futur. Donc toi, pour toi, c'est perdre tes yeux, quoi, clairement. Mais par rapport à ce que tu as publié, par rapport à ta vision et au travail que tu fais, je trouve ça phénoménal ce que tu fais. Et je me dis, ben tiens, il a quand même une petite vision centrale et tout ça. Et moi, ça me réconforte. Tu vois, je vois un petit peu de lumière au bout du tunnel Bien quand je sûr. te suis. Et toutes les études que l'on a faites depuis maintenant quelques années démontrent parfaitement que globalement, on arrive à garder une vision. Je ne dis pas que on n'est pas ennuyé, que ça parfois ça empêche de travailler, oui, que parfois ça empêche de se déplacer d'arrêter de conduire, oui, mais on garde une certaine vision. Encore une fois, cette stat-là, la dernière que j'ai discutée avec le professeur Brézin assez récemment, c'est 75% des gens de plus de 80 ans qui ont un birdshot continuent à conduire. Ça, c'est Donc, exceptionnel. donc c'est pas neutre, je veux dire, hein, c'est une stat extrêmement positive. Quand on a été pris généralement en charge très rapidement, ça se passe bien. Ah, je ne dis pas encore une fois qu'on n'est pas embêté quand il y a du soleil très fort, que quand il fait de la nuit, que sous certaines conditions, il vaut mieux ne pas conduire parce que ça peut être dangereux, etc., etc. Oui, il y a des inconvénients. Un autre inconvénient important, ce sont les médicaments effectivement que l'on prend, qui pour certains sont assez délétères et qui sont pour certains très difficiles à maintenir dans le temps, bien sûr. Hein. Mais globalement, c'est quand même assez positif tout ce qu'on peut ressortir. Donc il faut garder ce côté positif. Mais clairement également, c'est que comme dans toute maladie ou dans la vie en général, il y a des hauts, il y a des bas. Et ben, comme disait tout à l'heure Sophie, au mois de janvier, j'ai pas une claque. Bah oui, bah après ça ira mieux, etc., etc. Et c'est très fluctuant, hein, clairement, comme toutes les maladies. Une poussée inflammatoire, ça s'arrête, on va mieux, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est qu'on va garder quasiment toute notre vie. En plus, c'est ça qui est compliqué à se dire en tête, c'est que ça va faire des vagues pendant toute sa vie. Donc, il faut avoir une certaine persévérance, on va dire, ouais, ou une certaine même résilience. Et ça, les résiliences, c'est très compliqué. Moi, à titre personnel, je 0 sur 20 en résilience. Donc, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué personnel et individuel comme façon de choses. Il y en a qui vont dire allez hop, c'est bon, c'est pas même. Et puis d'autres qui vont dire, et donc c'est galère, quoi, je veux dire, on rigole pas forcément. Mais voilà, il faut tout pour faire un monde, mais il faut rester positif, clairement, parce que c'est le cas, et tout prouve qu'on a le droit de rester positif quand on a un burn-out. Donc ça, c'est bien. C'est extrêmement, encore une fois, positif. Je me répète beaucoup, mais c'est un mot qui est important quand on a une maladie, je crois. Sur les questions diverses et variées que j'ai pu à vous... Est-ce que vous avez, je sais pas, une réflexion que vous souhaiteriez faire suite à ce que l'on vient de dire? Et puis, je vous poserai ma dernière question. Moi, c'est vraiment la perte d'autonomie qui me travaille, plus qu'autre chose. C'est vraiment de dépendre des autres, en fait. Ça sera très compliqué pour moi. C'est une problématique, effectivement. C'est peut-être une problématique. Mais encore une fois, si tu gardes ta vision ou une vision acceptable, tu auras besoin des autres de manière raisonnable, on va dire, quoi. Oui, mais par exemple, la nuit, tu parlais de la conduite. Moi, la nuit, c'est vrai que sur des petites distances, sur des parcours, entre guillemets, c'est pas bien ce que je vais dire, mais que je connais, ça va aller. Mais sur des longues distances, je peux plus conduire du tout. Moi, pareil. Ben oui, oui. Moi, pareil, hein, de même, s'il fait trop de soleil, s'il fait trop, etc., Oui, il ouais. faut pas être idiot, quoi, je veux dire. Hein. Dans de bonnes conditions, dans des conditions difficiles, le but du jeu, c'est pas de tenter le diable, hein, c'est clair. Ok. Dernière question, la question qui est importante pour les nouveaux birdshot qui nous ont rejoints assez récemment, c'est si on vous apprenait, hier on vous a posé un birdshot, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil
aux nouveaux arrivants, entre guillemets, qui viennent d'apprendre, qui ont un workshop? Arabelle, tiens, allez, commençons par le commencement. C'est compliqué comme question. Peut-être de pas aller trop lire sur Internet, parce que moi, j'ai lu des choses qui m'ont fait peur. Pas trop aller sur Internet, les vieux forums où les gens étaient en début de traitement. Moi, j'ai lu des choses qui m'ont vraiment fait peur, hein, au niveau des témoignages. Et par contre, tu vois, les associations, je trouve qu'on y voit beaucoup de positifs dans tes lives et tout ça. Donc là, je conseillerais, bien sûr. Mais j'ai vu des Justement, choses. j'ai posé comme question du coup. Vas-y. D'accord. J'ai posé comme question, excuse-moi de t'avoir coupé. Justement, dans tout ce que tu as pu lire sur ce que nous on fait, est-ce que tu as eu des trucs qui t'ont dit, qui te semblaient ou négatives ou qui t'ont fait peur ou je sais pas, quelles sont les réflexions que tu pourrais avoir? Parce que j'ai pas d'idée, j'ai pas de recul beaucoup, moi, en ce qui me concerne, vu que je suis en plein dedans. Donc, c'est important d'avoir aussi l'avis des gens qui ont lu tout ce qu'il y avait à lire. Il y a beaucoup de choses à lire. Hein, donc, Mais moi, tout de suite, j'ai dit, c'est hors de question que je sois un beagle de laboratoire. Tu vois, moi, c'était ça. J'avais peur de servir de test. Et en fin de compte, grâce à des malades comme toi, Sylvain, qui sont déjà soignés avec beaucoup de recul et depuis plusieurs années, je me dis que j'ai eu de la chance de tomber malade en 2021. Donc, moi, franchement, je prône l'optimisme. Pour quelqu'un qui viendrait d'être diagnostiqué, faut vraiment rester optimiste. Moi, c'est ça. super. Merci, Armel. Et toi, Sophie? En fait, ça dépend tellement de la personne, du caractère de la personne. Je ne sais pas s'il y a une manière d'expliquer ou de dire les choses. En tout cas, effectivement, moi, je suis comme Arabelle. Je ne suis pas allée sur Internet parce que j'avais peur de voir le pire. Donc, j'ai mis du temps. Je t'en avais déjà parlé à aller sur le groupe Facebook. D'ailleurs, j'avais pas de Facebook. Hein, je me suis mis sur Facebook rien que pour Horus Birdshot parce qu'il y a que avec vous que je communique. Mais parce que oui, c'est déjà compliqué à accepter. Donc en plus, si on voit le pire, c'est pas terrible, quoi. J'avais pas vraiment pas envie de voir ça. Et puis après, j'ai apprivoisé le terrain, j'ai regardé, j'ai lu, et effectivement sur l'association, on t'explique bien les choses. Il y a une vraie communauté. On n'est pas beaucoup, on est beaucoup de femmes. T'es bien entourée, mais oui, ça apaise quand même. Et le fait dans les lives de dire si plutôt vous êtes pris en principe, il y a peu de risques que vous perdiez la vue, c'est rassurant aussi. C'est ça qu'on a besoin en fait, c'est d'être rassuré. Et on a des médecins en face de nous qui n'ont pas de traitement, qui sont pas forcément rassurants non plus parce qu'ils savent pas en fait. Mais on peut pas leur en vouloir, hein, ils savent pas. Donc c'est un peu beaucoup d'interrogations. Il y a trop de points d'interrogation en fait. Donc c'est pas si simple que ça. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on apprivoise la maladie, on se rend compte que bon, c'est pas si terrible que ça, même si effectivement, moi, je le répète encore une fois, je n'ai que du cortencil, je n'ai pas beaucoup d'effets secondaires entre guillemets, je les gère. Je ne suis pas comme certaines d'entre nous avec des gros traitements et je relativise énormément vis-à-vis de ça et ça aussi, ça me sert aussi en me disant t'as pas à te plaindre quoi. Tu fais ce que tu as à faire, tu continues, puis même s'il y a des hauts et des bas, ça va le faire, quoi. Donc voilà, il faut savoir être humble aussi de temps en temps. La résilience, je suis toujours un peu en colère hein, quand même. Hein. Je sais pourquoi moi, mais pourquoi nous. Mais voilà, je sais pas comment j'expliquerai. J'essaierai d'être rassurant, mais avec mon savoir et ma vision à moi, quoi. Mais le fait de dire effectivement rester positif et être rassurant, c'est vachement important quand tu viens d'arriver dans une maladie très quand même, parce qu'il y a à peu près 5000 personnes qui ont été ce jour dans le monde, ça fait pas grand monde quoi. Hein. Donc c'est à peu près gagner auto, mais pas de quoi. C'est ça la difficulté. Ok, on va rester sur ce terme de positif, et ça c'est vachement important. Merci encore, mesdames, d'avoir
bien voulu témoigner. J'en profite pour dire que pour celles et ceux qui souhaitent me contacter également en disant j'aimerais bien aussi, ça ferait plaisir à tout le monde. J'ai encore d'autres gens à contacter qui me l'ont déjà dit, donc il y a encore d'autres lives qui seront prévus. Les prochains lives vont arriver. Le prochain, c'est vendredi 4 à 19h. Alors là, on prend l'avion ou on y va en canoë-kayak, on fait ce qu'on veut, mais on va à Nouméa. Donc, je préfère prendre l'avion que prendre le canoë-kayak. Et il sera à 19h, et là-bas, il sera à 5h du matin, et là, nous allons rencontrer un marin, le capitaine Haddock. Moi, je me fais penser au capitaine Haddock, franchement. On va rencontrer Marc, qui habite à Nouméa et qui donc est atteint d'Everchock et qui témoignera également de sa façon de le vivre, sa façon de le soigner, ses difficultés. La Nouvelle-Calédonie, c'est encore une particularité au niveau de la France. C'est la France sans être la France, vous verrez. Je pense qu'il en parlera parce que il y a des choses qui m'énervent. Mais bon, mais ça, c'est le capitaine Haddock. Il ne faut pas embêter le capitaine Haddock. Et ça va être super intéressant, encore une fois. Le suivant, encore après, c'est le 9 mars. Le 9 mars à 18h30. Et là, ça sera notre fameuse séance de sophrologie avec Nathalie Bedard qui nous expliquera comment vaincre son stress, comment au moins le vaincre, en tout cas le manager le mieux possible, le supporter le mieux possible, ses craintes et ses phobies. Voilà. Mesdames, encore merci infiniment d'avoir voulu accepter. Merci à toi. Merci de votre... Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis en direct. Ils étaient très peu nombreux, mais ce n'est pas très grave. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui va nous revoir en replay. Sachez que vous pouvez donc sur notre chaîne YouTube Asso Rose Birdshot, sur lesquelles vous pouvez revoir. Maintenant, il y a plus de 80 vidéos, donc vous avez des heures et des heures et des heures à visionner sur à la fois les lives, les explications, les lives avec les professeurs, etc. Il y a tellement de trucs à voir, vous verrez, c'est très intéressant. Et puis, on se dit donc à vendredi prochain, 19h. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un bon week-end va bientôt arriver. Et puis, à la semaine prochaine. Merci, au revoir à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.